Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire du mois d'avril de la série Vivre au quotidien présenté par Parkinson Québec. Je me présente, je m'appelle Claudie Noël et je vais être votre modératrice pour l'événement. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présent pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante. Comment se donner le pouvoir d'agir face à la maladie de Parkinson? Et pour commencer, ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, M. Yann Lebossé. Donc, Monsieur Yann Lebossé est un professeur titulaire au département des fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval à Québec. Ses travaux se concentrent sur l'analyse des pratiques sociales et plus spécifiquement sur la contribution potentielle de l'approche centrée sur le pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Il dirige depuis 15 ans le laboratoire de recherche sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Il est l'auteur d'un grand nombre de publications scientifiques et de plusieurs ouvrages sur ce sujet, dont notamment un petit livret d'introduction destiné au grand public intitulé Soutenir sans prescription. Celui-ci aborde la question de l'accompagnement des personnes aux prises avec des situations incapacitantes. Donc, avant de lui céder la parole, j'aimerais vous informer de certains aspects techniques. Si vous voyez bien, dans le bas à gauche, vous avez une section qui est inscrite « Posez vos questions ici ». Donc, tout au long de la présentation, si vous avez des questions techniques, donc par rapport à la plateforme, je vais lui répondre tout de suite. Si vous avez des questions par rapport à la présentation ou vous voulez faire des commentaires, on va les faire vers la fin, donc dans la période de questions et de discussion. Donc, sur ce, j'ai le plaisir de céder la parole à M. Yann Lebossé. Alors, bonjour. Nous allons aujourd'hui passer un petit peu de temps à parler du contenu de la présentation, mais j'aimerais bien qu'on passe le plus de temps possible à échanger sur cette présentation. L'approche que je vais vous présenter a été mise au point au cours des 2 dernières décennies. Elle est utilisée régulièrement dans différents pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de s'appliquer à différents contextes. Donc, c'est intitulé la présentation Sortir de l'impuissance, introduction à l'approche centrée sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. C'est vraiment une introduction, on ne fait que survoler, mais ça donne une idée du contenu. Ce qui est fondamental dans cette approche, c'est qu'elle elle repose sur une conception de la souffrance tout à fait particulière. C'est celle que vous voyez sur la diapositive. La souffrance n'est pas uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la diminution, voire la destruction de la capacité d'agir, de pouvoir faire, ressentie comme une atteinte à l'intégrité de soi. Il y a dans cette phrase beaucoup d'implications concrètes, et pour quelqu'un qui est atteint d'une maladie dégénérative, la question de pouvoir faire, de la capacité d'agir est très importante, puisque c'est ça qui va faire que la maladie sera plus ou moins pesante. C'est aussi ça qui va permettre de sortir du sentiment d'impuissance, qui est un sentiment très destructeur. On fait souvent la confusion entre ce qu'on vit et ce qu'on est. C'est-à-dire que si on a une maladie, on a tendance à se considérer comme malade. Alors qu'en fait, on peut très bien distinguer les deux et faire en sorte que la maladie ne prend pas toute la place. Et surtout, quand on est un accompagnant, un père aidant, on peut faire en sorte de ne pas regarder l'autre de manière constante, comme si c'était une maladie sur 2 pattes, mais de le voir comme une personne et composer avec sa particularité. Cette personne, c'est qu'elle doit elle-même composer avec les symptômes d'une maladie. Donc la notion d'intégrité de soi est très importante parce que très souvent on a l'impression de perdre en reconnaissance, en dignité, quand on est atteint d'une maladie comme ça. Parce qu'on a l'impression que ce qui nous pose problème, c'est beaucoup le regard des autres. Donc si on peut apprendre aux autres à nous regarder comme des personnes qui composent avec une maladie plutôt que comme une maladie sur 2 pattes, pour reprendre l'expression, on a de plus de chances de s'en sortir et de trouver des possibilités d'agir.
Alors, cette phrase, elle vient du philosophe Paul Ricoeur dans un livre qui s'appelle Soi-même comme un autre, qui est un livre qui porte sur la capacité à se reconnaître soi-même à ses propres yeux, à être reconnu aux yeux des autres, et ce qu'on appelle le tiers absent, c'est-à-dire la société. Ce dont on parle quand on parle de pouvoir d'agir, c'est une action qui fait sens, qui est celle qui est importante ici maintenant. On va voir que cette notion d'ici maintenant, de présent, est très importante parce qu'elle va nous aider beaucoup à imaginer ce qui est possible de faire. Lorsque je suis pris avec un symptôme, je suis toujours dans le présent, c'est toujours maintenant que j'ai le problème. Et donc c'est avec ce symptôme que je vis maintenant que je peux composer. Je ne peux pas composer avec le symptôme que j'ai eu ou le symptôme que j'aurai supposément si ça se dégrade. Je ne peux que composer avec la situation de maintenant. Il ne s'agit pas d'être actif parce que le but c'est pas de la passivité, c'est pas le problème de la passivité, c'est le problème du sentiment qu'on ne peut rien faire. Et c'est ce sentiment qu'on ne peut rien faire qu'il faut combattre par la possibilité d'identifier des moyens d'agir de manière significative ici maintenant. Ça n'est pas s'agiter non plus, c'est pas le fait d'être actif dans tous les sens, à tous les moments, sans aucune direction, qui fait l'action. Donc quand on parle d'action, on parle d'une action significative dans l'instant, dans le présent, dans l'ici maintenant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut agir que dans l'espace du présent. Vous ne pouvez pas agir sur ce qui a été, sur le passé. Si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais dû. Et vous ne pouvez pas non plus agir sur le futur. Parce que le futur n'existe pas. On utilise beaucoup dans cette approche cette idée que sur le plan de l'action, je spécifie bien parce qu'il ne s'agit pas d'une affirmation philosophique générale, mais sur le plan de l'action, il n'existe que le présent. Parce que c'est le seul espace où on peut faire quelque chose. Donc quand vous êtes en difficulté avec un symptôme ou quand vous êtes en difficulté avec un conjoint ou une personne que vous accompagnez, ce qui est important, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que je peux tenter maintenant? Là, au moment où la situation se présente. Et là, vous avez toujours une réponse possible. Il y a toujours quelque chose à faire. Ce qui importe pour nous ici maintenant, donc c'est pas, on parlait de l'action tout à l'heure. Problème technique. Ce qui importe pour nous ici maintenant, c'est quelque chose toujours de très spécifique. Imaginez que vous ayez entrepris de faire un déplacement de 100 mètres. Ça marche encore là? On vous entend encore, mais de votre Ok, côté. alors imaginez que, excusez-moi, il y a des problèmes techniques, mon écran vient de disparaître. Imaginez que vous ayez une démarche à faire pour aller du point A au point B. Si vous vous retrouvez au point A, vous ne pouvez pas partir d'ailleurs que du point A. Ah, ça y est. Donc le seul endroit où vous pouvez faire quelque chose, c'est ici maintenant, dans le présent. C'est le seul endroit où vous pouvez avancer, et c'est plus précisément sur l'obstacle qui vous empêche de faire le premier pas, la première étape. Donc tout ce que vous avez à faire pour avancer, c'est de faire le premier pas, la première étape, ce qu'on appelle le pas proximal dans cette approche. Dans cet espace du présent, et dans cet espace de ce qui est important pour nous ici maintenant, il y a toujours quelque chose de possible. Y compris le fait de lâcher prise. C'est-à-dire si je ne peux rien faire, si je suis dans une situation où je n'ai pas de ressources, où je n'ai pas la capacité de changer les choses ici, maintenant, immédiatement, ben je peux au moins lâcher prise. C'est une possibilité qui me restera toujours.
Le fait d'agir sur ce qui est important pour soi, ses proches ou la collectivité à laquelle on s'identifie permet de sortir du sentiment d'impuissance. En fait, puisque la souffrance vient du fait que j'ai l'impression que je ne peux rien faire et que je ne peux que subir, eh bien, le fait de pouvoir agir vient inverser cette notion-là et permet de mettre en évidence que quelque chose est possible de façon permanente et il y a un cercle vertueux. C'est-à-dire que le fait de faire un premier pas me remet en mouvement. Cette remise en mouvement porte en elle-même l'énergie nécessaire pour faire le deuxième pas, etc. Il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, Henri Laborie, qui est un chercheur français, avait mis en évidence que quand on pouvait ni fuir ni se battre, on se détruisait sur le plan physique. Il avait fait l'exemple, la démonstration avec l'ulcère à l'estomac. Donc ici, on se retrouve devant la même situation, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où si on a l'impression qu'on peut ni fuir ni se battre, on s'autodétruit. D'où l'importance de trouver le premier pas possible à faire ici maintenant. Comment est-ce qu'on peut aider les gens à sortir de l'impuissance? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris ce principe que l'important c'est de trouver le premier pas possible, le plus grand pas possible immédiatement, ici maintenant sur ce qui est important pour soi, il faut comment est-ce qu'on peut accompagner une personne de cette manière-là? Pour prendre une image simple, disons que accompagner, ça ne consiste pas à tirer les gens en avant ou à les pousser dans le dos. Mais ça consiste à marcher à côté, à leur rythme, et donc d'avancer avec eux au fur et à mesure qu'ils avancent. Donc le rôle essentiel d'une personne qui accompagne quelqu'un qui vit des difficultés ou qui sent dans l'impuissance, c'est de l'amener à raisonner, de l'accompagner dans son raisonnement pour voir qu'est-ce qui est possible ici maintenant. Ça signifie qu'on n'est pas policier, on ne donne pas de contrôle, on ne contrôle pas les comportements, on n'essaie pas de décider à la place de l'autre ce qu'il doit faire. On n'est pas sauveur, et ça c'est difficile parce que souvent on a un lien affectif avec la personne qui est en difficulté, notamment dans le cas du Parkinson, et on aura tendance à faire à sa place, ou à prendre en charge les problèmes, ou à en prendre plus large qu'on est capable d'en prendre, pour lui alléger la situation, et ça va souvent créer des situations où cette personne-là vous est tellement redevable que ça devient insupportable. Donc, l'idée de ne pas être sauveur, c'est de ne pas chercher à faire à la place ce que la personne peut faire, et de négocier avec elle ce qu'elle souhaite qu'on fasse pour elle. Ni militant, donc ça s'applique pas tout à fait au Parkinson, cette notion-là, mais dans les pratiques sociales, il existe également des intervenants qui vont considérer qu'il faut d'abord changer la société avant d'aider les gens parce que c'est cette société qui provoque la souffrance. C'est une position intéressante, mais c'est une position qui n'est pas forcément aidante pour faire un premier pas. Il faut également renoncer à prescrire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on ne sait pas, dans cette approche, on considère qu'on ne sait jamais ce qui est important pour l'autre ici maintenant. On ne peut jamais savoir à la place de l'autre ce dont il a besoin. Donc il faut toujours qu'il soit l'auteur de la définition du problème et des solutions, ou au moins le co-auteur. Cette approche repose sur une démarche systématique, c'est-à-dire sur une démarche méthodique qui comprend 4 axes, on va les voir tout à l'heure, et qui permet de sortir de l'impuissance de manière assez systématique aussi. L'objectif simple, c'est d'aller chercher le pas proximal, ce qui peut être tenté pour commencer à changer la situation. Donc en fait, quand on est dans une situation où on a l'impression que rien n'est possible, l'art, entre guillemets, de cette approche consiste à regarder qu'est-ce qui peut être tenté pour commencer à changer la situation, ici, maintenant, sur ce qui est important pour moi. Il y a 4 points d'appui très simples qu'on peut utiliser pour conduire le changement. D'abord, quand on veut changer quelque chose, il faut savoir qui veut changer quoi, pour qui et pourquoi. Parce qu'il arrive que des fois, les gens cherchent à changer des choses pour nous à notre place, ou veulent que l'on change, parce que ça leur pose problème. C'est pas la même chose de changer, d'entreprendre un changement si c'est quelqu'un qui nous demande et qui nous prescrit. Donc, on veut savoir qui veut changer.
Veut changer quoi? Qui est-ce qui définit ce qui doit être changé? Là encore, le rôle de la personne est très important. Pour qui c'est qui doit changer? Et pourquoi? Pour obtenir quoi comme résultat? Donc c'est une phrase simple, qui veut changer quoi, pour qui et pourquoi, mais elle peut poser, elle a beaucoup d'implications. Qu'en pensent les personnes concernées? Dans cette approche, on ne fait strictement aucun changement, on ne fait aucune demande sans que les personnes concernées aient leur mot à dire sur la définition de ce qui pose problème, parce que souvent ce qui pose problème à la personne qui veut qu'on change, c'est pas vraiment ce qui nous pose problème à nous. Et son rôle est important sur les solutions également, c'est-à-dire que la personne doit faire en sorte de pouvoir dire si la solution qu'on lui propose est viable pour elle. Viable, c'est-à-dire qu'elle peut correspondre à la situation et qu'elle peut s'imbriquer dans la situation telle qu'elle est, sans que j'ai besoin de changer. Donc si par exemple on considère que une personne devrait faire plus de sport, si on trouve une solution qui nécessite que d'abord elle devienne disciplinée et qu'elle soit systématique et qu'elle se lève le matin à 5 heures, parce que dans l'idéal, ça serait comme ça qu'elle pourrait faire du sport, si c'est pas viable, ça sert à rien. Si c'est pas possible pour cette personne-là, ça sert à rien. Donc on essaie de trouver des solutions qui soient applicables et qui ont des chances de durer, de s'incarner. Qu'est-ce qui peut être tenté ici maintenant? Donc c'est la question fondamentale. Quand on a bien défini ce qui pose problème, qui veut changer quoi et pourquoi, ce qu'en pensent les personnes concernées du problème et des solutions, on regarde qu'est-ce qu'il y a de possible et là on s'intéresse au contexte. Et on revient avec cet enracinement dans l'ici maintenant, c'est-à-dire le seul espace où on peut tenter quelque chose, c'est dans le présent. Et quels sont les enseignements que l'on tire de ce qui a été tenté? Ça, c'est un axe très important parce que ça nous permet de revenir sur ce qui s'est passé lorsqu'on a essayé de changer et de s'apercevoir que il y a des choses qu'on apprend du changement et si on s'y prend de façon directe, on revient sur les enseignements qu'on a tirés de la situation. La fois d'après, on va agir plus efficacement. On va trouver plus facilement ce qui peut être tenté ici maintenant. Donc, c'est une approche extrêmement pragmatique qui ne s'intéresse pas aux étiquettes, qui fait qu'on peut travailler avec des gens qui ont toutes sortes de diagnostics, y compris de santé mentale, et qui partent du concret, de ce qui est possible ici maintenant, ce qui peut être tenté. Ça paraît peut-être un petit peu caricatural parce que c'était vraiment un survol, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans chacun des axes, il y a des possibilités d'approfondissement très grandes qui vont permettre aux personnes de se remettre en mouvement, parce que c'est ça l'idée finalement. C'est l'idée de cette approche, c'est de permettre aux gens de se remettre en mouvement, parce que c'est le mouvement qui les porte. Et c'est l'impuissance, elle est souffrante parce qu'elle interrompt le mouvement. On a l'impression de stagner. Donc il faut sortir de ce sentiment de stagner. Et la seule façon qu'on a trouvé pour sortir de ce sentiment de stagner, c'est d'avoir la possibilité d'agir sur ce qui est important pour soi, ses proches ou la collectivité à laquelle on s'identifie, ici et maintenant. Et de développer le pas proximal, c'est-à-dire le plus grand pas possible dans la direction de ce qui est important pour moi. Pour terminer, je vous présente 3 livres qui ont été développés. Donc vous voyez, j'ai été assez bavard pour pouvoir écrire 3 livres sur le sujet, donc c'est un sujet qui a beaucoup de possibilités d'approfondissement. Les 2 plans, c'est le premier plan, celui du milieu, est un livre qui présente les théories, les aspects théoriques, d'où ça vient, philosophiques, sociaux, etc. Le deuxième, les aspects pratiques. Et le petit livre vert, c'est un petit manuel qui a été mis au point il y a 3 ans, qui est sorti l'année dernière, et qui reprend les principes que je vais présenter dans cette approche aujourd'hui, mais qui les applique de manière simple et supposément illustrée. C'est-à-dire qu'il y a des petits dessins à l'intérieur qui permettent de mettre en image ce qu'on essaie de dire dans le texte. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous invite, si vous voulez prendre part à la conversation, de vous installer
d'inscrire dans le centre, donc dans la section, c'est marqué poser vos questions ici pour pouvoir parler avec Monsieur Lebossé. On a eu des questions pendant la présentation. Donc, voilà. Je vais poser la première question. Donc, on a un commentaire qui dit souvent, l'aidant, dans un réflexe de protection, diminue ou réduit la capacité d'agir, ce qui accroît le sentiment d'impuissance. Comment peut-on convaincre les aidants de diminuer ce réflexe? En faisant leur éducation. C'est-à-dire, le petit livre sert à ça notamment en partie, c'est-à-dire l'idée c'est que il faut que la personne comprenne que la meilleure façon de vous aider, c'est de vous permettre d'utiliser toute votre autonomie. Et donc de ne pas être infantilisé, même si le geste d'accompagnement qui est fait par le père aidant est bien intentionné, il peut s'avérer effectivement contre-productif. C'est-à-dire, il peut réduire votre espace d'autonomie. Et les choses que vous pourriez faire, vous ne pouvez plus les faire parce que la personne les fait plus vite à votre place. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des questions, des commentaires. Une première question. Dans le cas de la maladie de Parkinson, on parlait tantôt du cercle vertueux. C'est un cercle dans lequel il faut faire un premier pas pour ensuite faire le deuxième, etc. Quand on explique aux gens, certaines personnes qui ont la maladie de Parkinson et qui, par exemple, on sait que l'exercice c'est très important pour cette maladie, c'est pas juste un cliché. Et quand on leur explique que si on ne fait pas le premier pas dans cette maladie, c'est-à-dire il faut commencer à faire de l'exercice quand on est, si on veut, sédentaire, parce que la conséquence, c'est des complications de santé et la comorbidité, ça peut mener à des problèmes de santé très graves. Et que cet argument-là ne suffit pas à faire le premier pas. Que faire? Ben déjà, au départ, si ça ne suffit pas à faire le premier pas, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque. Donc, dans cette approche, on va se poser la question, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que, malgré que je suis capable de comprendre que ce serait très bien pour ma santé de faire du sport, j'en fais pas. Il y a quelque chose qui me bloque. Et c'est ça qui va être important pour moi, ça va être de sortir de ce qui me bloque. Donc, de l'identifier au départ. Et dans cette approche, un des rôles importants que l'on joue, comme accompagnateur, c'est le fait d'aider à identifier ce qui bloque ici maintenant. Et c'est très souvent quelque chose de complètement banal, mais qui pour la personne constitue un obstacle important. Et tant que cet obstacle-là n'est pas dépassé, il n'y a pas de progression possible. Parce que si vous avez les pieds attachés, on a beau vous dire avancer, si vous n'enlevez pas l'attache de vos pieds, vous n'avancerez pas, vous allez vous casser la figure. Et est-ce que vous conseillez, par exemple, je suis le proche aidant d'une personne justement pour qui ça bloque? Est-ce que je la connais depuis longtemps? Est-ce que vous suggérez, vous pensez que c'est une bonne chose d'aller chercher des ressources externes qui ont peut-être un regard nouveau sur ce qui trouveront, ce qui bloque, justement? Est-ce que c'est bien, autrement dit, d'aller voir soit un psychologue ou une équipe de soins qui peut nous aider à démarrer, à faire le premier pas? En fait, je vais vous répondre comme un psychosociologue, ça dépend des contextes. C'est-à-dire que les contextes jouent de façon très importante. Il y a des contextes où le fait d'aller consulter à l'extérieur sera un point d'appui intéressant, et des contextes où ça s'avérera contre-productif complètement, parce que la personne n'est pas du tout dans l'état d'esprit de consulter qui que ce soit. Mais on peut simplement, même si on connaît très bien la personne avec qui on vit la situation, s'astreindre à poser la question, qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas de sport? Ou tu choisis de ne pas faire de sport? Qu'est-ce qui bloque? D'abord, est-ce que tu es convaincu? Parce qu'on entend tellement de recommandations dans tous les sens qu'on peut les prendre de façon très relative. Et si tu es convaincu, qu'est-ce que c'est fait que, malgré le fait que tu sois convaincu, tu n'y passes pas? Bon, c'est parce que c'est difficile d'avoir une discipline. Mais qu'est-ce qui est difficile dans la discipline pour toi ici maintenant?
Pour les uns, ça va être de se lever tôt, pour les autres, ça sera de se changer. Les Parkinsoniens pratiquent beaucoup à s'habiller et se déshabiller. Donc, l'idée de se changer 3 fois, 4 fois dans la journée n'est pas forcément réjouissant. Donc ça peut être un exemple de difficulté. J'avais quelqu'un qui posait comme question, pouvez-vous expliquer un peu plus l'approche proximale? C'est trop... Oui, le pas proximal. C'est vraiment l'idée qu'il y a un pas possible. C'est pas un petit pas, parce qu'on a toujours l'impression que l'approche, la vertu est dans le fait que le pas est petit. Les approches par petits pas, petit à petit, etc. En fait, le pas n'a pas besoin d'être petit, c'est le plus grand pas que vous puissiez faire, à partir de là où vous êtes. Si je veux me rendre à l'autre bout de la pièce, j'aurais besoin de faire plusieurs pas. Je ne pourrais pas faire un seul pas pour me rendre au bout de la pièce. Mais je ne suis pas obligé de faire 500 pas non plus. Je vais faire le plus grand pas possible, c'est-à-dire le pas qui m'est confortable et qui va me permettre d'avancer. Donc si on prend une situation concrète où un couple réfléchit à une situation qui pose problème dans le quotidien à cause de la maladie de Parkinson, par exemple les travaux ménagers, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que vous avez, quel problème vous posent les travaux ménagers, qu'est-ce que vous voulez qu'il change, si vous voulez vous impliquer plus, et si vous voulez vous impliquer plus, qu'est-ce que vous pouvez faire ici maintenant pour vous impliquer plus. Le plus grand pas possible, le plus grand effort possible que vous puissiez faire, mais qui vous est possible. C'est-à-dire pas le pas idéal, pas le pas souhaitable pour les autres, ce pas qui vous est possible. Et si vous arrivez à faire ce qui vous est possible de façon constante, on retombe dans ce cercle vertueux. C'est-à-dire que le fait d'avoir réussi à faire ce qui m'est possible ici maintenant, une fois, porte en lui-même l'énergie de faire un deuxième pas de ce qui m'est possible ici maintenant. Et on en est beaucoup plus en paix lorsqu'on a le sentiment de faire ce qui nous est possible, et pas ce que les gens attendent de nous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Moi, j'avais une question, en fait. Fort. En fait, c'est peut-être plus concernant les proches aidants. On parle beaucoup pour la personne qui vit avec la maladie, de tracer sa limite et de dire je veux avoir plus d'autonomie parce que parfois, par souci d'aide, le proche aidant va en prendre trop sur lui. Mais qu'est-ce qui arrive dans la situation inverse où c'est la personne qui vit avec la maladie qui en demande beaucoup, puis la personne proche aidante qui n'est pas capable de tracer sa limite? Comment est-ce qu'on fait pour bien délimiter ça? Ben, c'est la même logique, c'est-à-dire c'est la personne qui a des difficultés avec sa limite qu'il faut accompagner en lui posant la question qu'est-ce que c'est la difficulté à poser tes limites? Qu'est-ce qui pose problème ici maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche de dire là c'est trop, c'est pas assez? Souvent, ça va être une culpabilité au fait que la personne n'a pas la maladie. Donc, la personne aidante a l'impression qu'elle doit en faire beaucoup plus parce qu'elle n'a pas la maladie. Non, mais elle a son corps, elle a ses limites physiques, elle a ses limites personnelles, elle a ses occupations. Donc, il faut négocier. Mais s'intéresser à qu'est-ce qui fait que pour moi, c'est pas facile de mettre mes limites, c'est une source d'apprentissage fort intéressante. Parce que je vais pouvoir l'appliquer quand je vais avoir trouvé ce qui me bloque, je vais pouvoir appliquer la solution à beaucoup de domaines de ma vie. Je vais mettre des limites avec mes enfants, je vais mettre des limites avec les médecins, je vais mettre des limites avec tout un nombre de personnes parce que je saurai que je suis capable de mettre mes limites une fois que j'aurai réussi à le faire. Et pour ça, il faut que j'identifie qu'est-ce qui ici maintenant m'empêche de mettre mes limites. J'ai une question qui me vient en tête en ce moment. Lorsque dans la maladie de Parkinson, il n'y a pas beaucoup d'atteinte cognitive. Mais certaines personnes, ça va être le cas. Entre autres, les syndromes Parkinson+, certains syndromes Parkinson+, il va y avoir une atteinte cognitive. Est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est plus difficile d'appliquer les principes du pouvoir d'agir lorsqu'on sait qu'il va y avoir une neurodégénérescence qui va amener à terme un déficit cognitif important? Autrement dit, est-ce que ce qu'on peut faire, c'est ici maintenant, mais en sachant que le futur
on ne pourra plus prendre des décisions ici maintenant. Quel est l'impact sur justement, en gros, la question, c'est quel est l'impact d'une perte de notre capacité cognitive sur notre force, sur notre capacité à exercer du pouvoir d'agir? Il varie. Il varie d'une personne à l'autre. Mais ce que vous semblez trouver problématique, c'est le fait d'anticiper la dégradation. Mais d'un point de vue purement technique, le fait d'anticiper maintenant que je vais aller plus mal plus tard, c'est un récit. C'est une histoire que je me raconte. Que ce soit vrai ou pas, ce sera plus tard de toute façon. Ici maintenant, j'ai pas ce problème-là. Le seul problème que j'ai, c'est le problème d'y penser et d'être triste du fait d'y penser. Donc j'ai un problème avec ma pensée. Maintenant, si je suis assez lucide pour me dire que je suis dans une situation où il s'avère qu'effectivement je me dégrade sur le plan cognitif, qu'est-ce que je peux faire ici maintenant? Je peux peut-être prendre des mesures pour quand ça va aller plus mal. Je peux m'assurer que les choses se passent le mieux possible. J'ai un bon exemple, une personne schizophrène qui était avocat au gouvernement. Elle avait préparé toute une série mise en place toute une série de mesures qui fait que quand elle avait les premiers indices d'une crise, tout son environnement savait comment réagir. Et elle est restée à l'emploi comme avocate toute sa carrière. Donc, elle avait prévu qu'il pourrait y avoir des altérations et elle s'était organisée pour ces altérations. Qu'est-ce que je peux tenter, moi, pour organiser mon environnement, mon futur, entre guillemets, dans la perspective d'une éventuelle dégradation? Pour faire suite à cette question-là, je sais, il y a peut-être d'autres questions, mais je veux juste, est-ce que le pouvoir d'agir, autrement dit, si on a de la difficulté avec le futur, si on est anxieux par rapport à l'avenir. C'est maintenant qu'on est anxieux. C'est ça. Donc, est-ce que c'est un bon remède ou le meilleur remède aux gens qui souffrent d'anxiété par rapport à l'avenir? Est-ce que c'est une bonne stratégie, le ici maintenant, là, qui revient tout le temps? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire contre l'anxiété que je ressens ici maintenant? Quelquefois, c'est rien. Le mouvement anxieux est là, je peux trouver des moyens de me calmer, etc. Mais le seul problème que j'ai, c'est l'anxiété qui est ici maintenant. Que ce soit à propos du futur ou du passé, ça c'est le contenu de l'histoire. Mais ce qu'il y a, c'est que cette histoire-là, cette pensée-là génère de l'anxiété. Donc la seule chose que j'ai à gérer, c'est l'anxiété. J'ai pas à gérer, dans le petit livre on dit, j'ai pas à essayer de trouver comment je vais faire pour gagner, dépenser de l'argent que je n'ai pas gagné encore. C'est tout à fait futile. Je vais attendre de l'avoir, l'argent, pour savoir comment je pourrais l'utiliser, ou l'argent que j'aurais pu gagner. Donc l'important, c'est de faire en sorte qu'ici maintenant, je puisse avoir une action possible. Et quelquefois, ça consiste simplement à lâcher prise, à se détendre. À considérer que l'anxiété étant présente, et il faut vivre avec l'anxiété, prendre les médicaments si j'en ai, et trouver des méthodes de relaxation si j'en ai, mais ne pas faire un problème du fait qu'il y a de l'anxiété. Ne pas réécrire une histoire à long terme, c'est si je suis anxieux, je vais devenir de plus en plus anxieux, puis ça va devenir insupportable, parce que là, on fait de l'anxiété sur l'anxiété. On avait une question qui était de comment on peut faire le lien avec le personnel médical traitant, surtout le neurologue, par rapport à cette approche. Ça dépend beaucoup du neurologue. Et ça dépend aussi beaucoup de la façon dont vous vous positionnez par rapport au neurologue. Qu'est-ce qui est possible avec votre neurologue? C'est la même chose qu'avec le conjoint, finalement. Qu'est-ce qui est négociable? S'il n'y a rien de négociable avec le neurologue, qu'est-ce qui est possible de faire? Changer de neurologue? Mais le lien entre cette approche et le neurologue, c'est le fait que l'on se positionne comme quelqu'un qui peut agir, mais qui doit négocier la définition du problème et des solutions. Donc il doit trouver une façon de faire entendre son point de vue, de faire entendre sa façon de voir les choses et de faire en sorte que cette conception-là soit intégrée à la démarche du neurologue.
Maintenant, les neurologues utilisent dans cette approche la notion d'enjeu. Le neurologue a des enjeux qui ne sont pas les mêmes que la personne soignée. Donc, pour le neurologue, il se peut que ce soit à l'encontre de ses enjeux que d'accepter ce que veut faire la personne soignée. Donc, il y a une négociation à faire, il y a un échange qu'il doit y avoir et une relation d'égalité comme acteurs les uns avec les autres. Donc, de faire valoir son idée par rapport à cette façon de penser avec le neurologue pour qu'il puisse en être mis au courant et aussi voir par rapport je ne connais pas tous les neurologues, mais je pense que dans la majorité des cas, les neurologues sont de l'esprit ouvert, donc sont prêts à faire en sorte d'ajuster les choses, la médication, le processus en fonction de la façon dont la personne se sent. Maintenant, si ce neurologue-là veut avoir comme performance que vous ayez pas de symptômes apparents, à n'importe quel prix, ben là, vous pouvez avoir un point de vue différent. Et vouloir négocier de manière à avoir peut-être un peu plus de symptômes, mais un peu moins de médication. Donc c'est vraiment une question de négociation entre le médecin et la personne atteinte. J'avais une autre question qui était souvent dans les symptômes qui sont associés au Parkinson, on parle de dépression qui vont souvent amener un sentiment d'impuissance. Ouais. Donc, la personne ici demande comment s'en sortir, puis là, elle parlait aussi de est-ce qu'il y a des médicaments pour aider ou une manière pour essayer de se sortir de cet sentiment d'impuissance-là. Au niveau de la médication, j'y connais rien. D'accord. Donc, je ne me dérisquerai pas par les médications. Qu'est-ce que c'est la dépression? C'est le sentiment que ça va mal aller. Ou que ça devrait être autrement que ce que c'est. C'est encore une projection sur le futur, ou un refus du présent, ou une amertume par rapport au passé. La façon de traiter ça, c'est de regarder encore qu'est-ce qui est dans l'espace de ce qui est possible. C'est-à-dire, plutôt que de s'intéresser à qu'est-ce que j'ai perdu, comme autonomie, comme performance, comme apparence, etc., ou de s'intéresser à ce que je vais perdre, d'après l'histoire qu'on me raconte sur la suite des Parkinsoniens quand ils progressent dans la maladie. Qu'est-ce que j'ai maintenant et sur quoi je peux agir maintenant? Et ça, c'est un contre-pied très important pour pouvoir diminuer le sentiment de dépression. Finalement, la dépression, c'est le sentiment que rien n'est possible. Je suis foutu, je suis bon à rien, je ne servirai plus à personne. Alors, ce qu'on fait dans cette approche, c'est qu'on dit, tel que tu es, avec les limitations et les forces que tu as, qu'est-ce qui est possible de tenter? Et ça inverse le processus dépressif. J'ai une question qui me chicote depuis tantôt. Est-ce que le pouvoir d'agir, les principes qui sont derrière ça, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ça et le mouvement pleine conscience, qui est entre autres préconisé par le bouddhisme? Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre les deux? J'ai beaucoup de retenu avec la notion de pleine conscience, parce que comment est-ce qu'on sait qu'elle est pleine? Donc, la question de présence à soi peut être très utile, mais c'est quelque chose de très cognitif. Je sais pas si vous connaissez le livre du docteur Marquis. Il s'appelle Point-Souillard, le hamster. Et il montre, il n'a pas besoin de faire référence à une philosophie. C'est sûr que ça a des racines philosophiques, cette approche. Et ils sont expliqués dans le livre. Mais, restons simples. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Quelles sont les pensées qui me font mal? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir contrecarrer ces pensées? En termes d'action, en termes de lâcher prise, en termes de détente? Qu'est-ce que je peux tenter? Les racines philosophiques, elles existent, mais elles sont pas très importantes à ce stade-ci. Ce que j'essaie d'insister, c'est sur le caractère extrêmement concret et pragmatique. Vous pouvez avoir un enfant qui vient vous voir parce qu'il s'est battu avec son ami et puis ils sont fâchés.
vous lui poserez la même question qu'à un adulte qui est à 25 ans de dépression parce qu'il est parkinsonien. Qu'est-ce que tu peux tenter ici maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire? Et ça, c'est une vraie corde à laquelle on peut s'accrocher. Parce que la réponse n'est jamais rien. On avait quelqu'un qui avait un commentaire qui disait que, dans le fond, pour essayer d'aborder d'avoir cet esprit-là du pouvoir d'agir, en tant que tel, l'équipe de neurologues est essentielle dans le processus par rapport à la maladie. C'est-à-dire qu'on peut développer son pouvoir d'agir face au neurologue. OK. C'est-à-dire que c'est pas une condition préalable. C'est sûr que c'est plus facile si le neurologue collabore. Mais le neurologue, il a ses enjeux à lui. Et il se peut que ces enjeux ne soient pas forcément que vous développez votre pouvoir d'agir, mais qu'il fasse quelque chose qui soit cohérent avec son sentiment de compétence. Qu'il fasse une job qui fasse du sens pour lui. Donc c'est une question de négociation de sens. C'est pas un préalable, mais c'est un passage obligé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra bien que le neurologue accepte de collaborer. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ici dans la salle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour les gens qui étaient à distance? Donc, si vous voulez les inscrire, pour laisser le temps aux gens d'inscrire leurs questions, vous avez vu qu'il y a des sondages, donc en bas à gauche et en bas à droite. Si vous ne les avez pas complétés, ce serait bien de les compléter, sinon aussi pour les questions, de les écrire. Aussi, je vous indique qu'en dessous de l'image de la vidéo, on a le sondage de satisfaction par rapport au webinaire et on a aussi la page pour le prochain webinaire qui porte sur les modes d'action des médicaments. Donc, comment les médicaments vont agir par rapport à la maladie. Et donc, vous pouvez vous inscrire. La page est déjà ouverte pour les inscriptions pour le prochain webinaire. Donc, est-ce qu'on avait d'autres questions? Il y a quelqu'un qui a posé une question. Donc, c'est un commentaire. Donc, l'approche centrée sur le pouvoir d'agir est intéressante à combiner aux stratégies que nous utilisons pour motiver une personne à s'engager activement dans un plan de traitement et à définir des objectifs réalistes en réadaptation, par exemple. Comme intervenant du réseau de santé, je trouve votre approche très intéressante, simple et concrète, pour mieux accompagner certaines personnes qui s'attendent à davantage à ce que nous leur disons, qui s'attendent davantage qu'on leur dise quoi faire plutôt que de les laisser agir. Il y a deux choses là-dedans. La question de motiver quelqu'un et la question de l'apparente passivité, c'est-à-dire l'apparente difficulté à avoir l'impression qu'on doit décider quelque chose. On a l'impression que c'est le professionnel qui sait, qui a la connaissance et qui est capable de dire ce qu'il faut faire. En fait, tout l'art du professionnel consiste à faire émerger la connaissance que les personnes n'ont pas conscience d'avoir. Dans cette approche, je considère que la personne qui est concernée est la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour elle. Mais elle ne sait pas qu'elle le sait. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est une connaissance qui est tellement naturelle, qui est tellement évidente, qu'elle devient comme transparente. Et ce que peut faire l'intervenant, c'est de s'asseoir à côté de la personne et de regarder qu'est-ce qu'elle sait d'elle-même sur la maladie, qu'est-ce qu'elle sait d'elle-même sur ses symptômes, qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui lui pose problème. Et en raccrochant cette possibilité-là, on arrive à une situation très intéressante où la personne se reconnaît progressivement des connaissances qu'elle avait, qu'elle ne savait pas qu'elle avait, et reprend un rôle plus actif dans l'interaction. Reprend son pouvoir de se nommer, de nommer ses symptômes, de nommer ses préférences, etc. Et elle reprend parce qu'elle reprend confiance dans sa capacité à avoir un point de vue, parce qu'elle découvre avec vous qu'elle a un point de vue. Donc, le rôle de l'intervenant est très important ici parce qu'il fait émerger la connaissance que la personne a de sa propre réalité. Connaissance qui, dans cette approche, est indispensable mais pas suffisante. Et il y a aussi besoin de la connaissance du professionnel et des connaissances techniques. Mais des connaissances techniques qui ne sont pas enracinées sur ce qu'on appelle l'expertise expérientielle, c'est-à-dire la connaissance que la personne a de son expérience,
sont aussi inefficaces que l'expertise expérientielle toute seule sans les connaissances techniques. Il y a un mixte à faire, un partage, une co-construction entre ce que je sais de moi et ce que l'intervenant sait de la maladie. Quant à la question de savoir s'il faut motiver quelqu'un, en fait, cette idée qu'on peut provoquer la motivation chez quelqu'un est tout à fait discutable sur le plan théorique. Ce qu'on peut faire, c'est créer les moyens, les conditions pour qu'émerge une motivation. Mais dans le petit livre vert, on dit on ne peut pas faire pousser une fleur en tirant sur sa tige. C'est la même idée ici, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pousser la motivation en donnant des injonctions ou en faisant des actions. Mais on peut créer la situation pour que la personne expérimente des succès, et les succès font leur boulot de motivateur. C'est les succès qui permettront à la personne de se motiver. C'est pas vous. C'est de trouver en tant que tel qu'est-ce qui va, elle, la pousser à faire l'action ou quelque chose comme ça, plus vers elle. Et la réponse est toujours la même, c'est quand elle va réussir à se débarrasser du problème qu'elle a ici maintenant. On a un commentaire qui dit, quelqu'un qui dit qu'elle est atteinte d'une atteinte cognitive et ça lui engage beaucoup d'anxiété, mais pour elle, une des actions qu'elle fait, c'est de se préparer à l'avance. Donc, se préparer pour l'avenir permet de diviser cette anxiété-là. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de se préparer à l'avance et surtout de lâcher prise, c'est-à-dire de faire la différence entre les choses sur lesquelles on a le pouvoir d'agir et les choses où on a le seul pouvoir d'agir qu'on a, c'est de lâcher prise. Ça vient en lien avec un autre commentaire qu'on a, c'est il est important d'alléger les proches aidants dans la tâche qui peut paraître lourde. Donc, un peu qu'est-ce qu'on a parlé un peu plus tôt que des fois les proches aidants se sentent obligés d'agir face à la personne qui a la maladie. Mais c'est un commentaire que j'avais ici. Sinon, on a une question. Le parkinsonien, par définition, est vu comme étant malade, donc en mauvaise position pour négocier. Comment peut-on mettre les malades et les aidants sur un même pied d'égalité? On a beau avoir à composer avec une maladie, on n'est pas malade. Comme quand on est compose avec l'exclusion sociale, on n'est pas exclu. Il n'y a pas. Si on identifie une personne aux symptômes ou aux difficultés qu'elle rencontre, on fait un amalgame. Et on fait des étiquetages. Donc, s'affirmer comme personne, avec ses choix et ses priorités, peut jouer un rôle important, c'est-à-dire qu'il suffit simplement de revendiquer toute autonomie à laquelle on peut prétendre. Je dis il suffit simplement, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut avoir une lucidité sur l'autonomie à laquelle on peut prétendre. Parce qu'il y a des choses qu'on peut penser qu'on est capable de faire, et que manifestement le réel nous renvoie que non, les compétences ne sont pas là. Je pense à conduire, je pense à utiliser de la machinerie pour jardiner, des choses comme ça. Je peux avoir l'impression que je suis capable, et en fait, dans les faits, vérifier que ce n'est pas le cas. Donc, l'autonomie à laquelle on peut prétendre, mais toute l'autonomie à laquelle on peut prétendre. C'est-à-dire bien indiquer au père aidant que tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, on souhaite le faire par nous-mêmes. C'est ça qui est important. Puis la question du père aidant qui en fait beaucoup, c'est important pour le père aidant de se poser la question, pourquoi j'en fais autant? S'il est épuisé, pourquoi je vais jusqu'à l'épuisement? C'est souvent parce qu'il n'y a pas de pause. C'est-à-dire que la personne ne se donne pas de répit, ne tient pas compte de sa propre réalité. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi le père aidant ignore sa propre réalité. Et souvent, c'est la culpabilité. J'ai quelqu'un qui met comme commentaire un peu dans la même approche. J'aime bien discuter avec mon conjoint qui atteint du Parkinson des besoins, de ses besoins à lui et des besoins de la personne, donc du proche aidant, pour essayer de trouver une solution ensemble. Donc, essayer de tout le monde être sur la même longueur d'onde. Et aussi de parler de comment la maladie peut évoluer. Mais
il essaie de le faire, il essaie de le faire jour par jour selon comment la situation évolue. Je vous suggère d'utiliser la notion de demande au lieu de la notion de besoin. Vous verrez qu'elle sera très utile parce qu'une demande, ça suppose un geste de l'autre, alors que le besoin, on peut l'anticiper chez l'autre. Je pense qu'il a besoin de ça, mais il n'a rien demandé. Donc, exprimer ses demandes, c'est s'engager par rapport à son besoin pour chercher à y répondre. Se faire projeter des besoins, ça peut très bien être une vision complètement abstraite de ce que l'autre pense dont on a besoin. Donc la meilleure façon de savoir ce dont une personne a besoin, c'est de lui demander, donc de faire une demande, et de lui demander de faire des demandes elle-même. C'est-à-dire, si tu as besoin, tu demandes. Donc, comme là, si on parle d'une situation, c'est un couple qui se partage leurs demandes. C'est une manière que chacun ait leur propre objectif face à la maladie. Tout à fait. D'échanger sur ce que chacun demande dans la situation, c'est très important. Et de le prendre au jour le jour voilà. dans cette situation. Une dernière question? Oui. Une des choses que des fois on suggère aux gens qui ont la maladie de Parkinson, s'ils veulent faire évoluer la recherche, par exemple, on leur dit, bien, impliquez-vous dans la recherche clinique. Et on met ça dans le panier du pouvoir d'agir aussi. On a un pouvoir d'agir aussi au niveau de la recherche, même si on n'est pas chercheur, par exemple. On peut s'impliquer et faire avancer la recherche. Bon. Puis dans certains cas, le fait de faire partie d'un groupe de recherche et d'une cohorte, ça peut vraiment donner ce sentiment-là de pouvoir à la personne puis de se sentir accompli. Donc, c'est une force en quelque sorte. Moi, ma question, c'est est-ce que vous vous êtes déjà fait approcher par des équipes de recherche qui veulent comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'effet placebo? Des fois, parce que des fois, l'effet placebo, c'est le fait que la personne sent qu'elle a le pouvoir d'agir. À moins que je me trompe, qu'elle est en contrôle finalement, peut-être qu'elle a même les compétences pour arriver à combattre la maladie. Peut-être que je suis à côté de la plaque complètement, mais est-ce qu'il y a des équipes de recherche qui s'intéressent à l'effet placebo qui vous ont contacté? Contactez-moi comme personne? Comme chercheur, oui. Parce qu'il y a quand même, il me semble, un petit parallèle à faire, à moins que ça se peut que pas du tout, là, mais... Ce que je connais de l'effet placebo, c'est surtout qu'on n'y connaît rien. OK. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un effet qui est très perturbant, puisqu'il a beaucoup d'influence sur les résultats des recherches. Ben oui. Mais on est encore au balbutiement de ce phénomène-là. On ne sait pas expliquer pourquoi les effets placebo fonctionnent, quand ils fonctionnent et à quelles circonstances et quand ils ne fonctionnent pas aussi. Parce qu'il y a aussi l'effet nocebo, qui est l'effet inverse, c'est-à-dire le fait que je crois que quelque chose va me nuire, ça se met à me nuire. Mm-hmm. Donc, c'est un même mystérieux. Je n'ai pas d'échange avec des chercheurs dans ce domaine-là, pour la simple raison que mon travail se cantonne beaucoup dans l'intervention sociale. Ok. C'est ce qui va mettre fin à ce webinaire. Donc, merci beaucoup, M. Wesley. Merci beaucoup aussi aux participants. J'espère que cette présentation vous fut utile et que vous en avez découvert un peu plus sur le pouvoir d'agir. Si vous avez des questions qui vous viennent après avoir visionné ou après ces commentaires, vous pouvez écrire au courriel qui est inscrit à droite. Sinon, je vous invite à remplir les sondages qui sont en bas à gauche et en haut à droite. Et encore une fois, je vous invite à vous inscrire au prochain webinaire qui va parler des modes d'action des médicaments, qui va être donné par Monsieur Nicolas Morin, qui est un pharmacien et maintenant étudiant en médecine. Et aussi, je vous invite, pour nous aider à améliorer nos webinaires, à répondre au sondage de satisfaction. Donc, vous trouvez le lien en dessous de l'image de Monsieur Le Bossé. Et aussi, je vous invite si il y a des moments que vous voulez réécouter, donc des principes que vous voulez réentendre, des explications que vous voulez revoir, la vidéo
va être disponible mercredi prochain sur le site de Parkinson Québec, donc dans la section formation, la section webinaire, vous allez retrouver la vidéo du webinaire et toutes les explications qui ont été données. Donc, encore une fois, je voudrais remercier M. Le Bossé pour cette présentation très intéressante et je vous remercie aussi les participants et au plaisir de se revoir le 10 mai prochain pour le prochain webinaire de Vivre au quotidien. Merci.